Je vous propose qu'on commence ce deuxième café médiation. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints ce matin. On est ravis de pouvoir à nouveau vous accueillir sur ce format numérique pour cette deuxième édition du café médiation. Je vais vous présenter rapidement l'ordre du jour pour ce matin. Que vous avez pu, je pense, voir dans le courrier qui vous a été adressé en amont du café. Donc ce matin, ce qu'on vous propose, c'est de commencer par un petit bilan et partage autour de l'édition 2024 des Nuits de la lecture en Alsace. Donc une présentation qui sera faite par Brigitte Bérat, ici présente, qui est responsable de la médiathèque de la Vallée de Villers et qui intervient également sur tout ce qui est manifestation nationale et le festival décodage de la Bibliothèque d'Alsace. Ensuite, on vous proposera une présentation d'un dispositif qui s'appelle le Digital Cleanup Day. Donc, vous en saurez plus très rapidement. On enchaînera sur un micro-débat avec vous autour de la question de l'éducation médias information en bibliothèque. Pour qui, pourquoi, comment. C'est un sujet qu'on porte, on porte en priorité au sein de la bibliothèque d'Alsace, puisque l'éducation médias information et le développement de l'esprit critique fait partie de nos objectifs de lecture publique. Et pour finir ce café médiation, alors, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Donc, la présentation du Digital Cleanup Day et l'animation du micro-débat autour de l'EMI sera assurée donc par Stéphane D'Angèle, qui est chef de projet ingénierie numérique et éducation média l'information au sein de la bibliothèque d'Alsace. Et un dernier point sera fait donc en fin de café autour d'une présentation du concours d'illustration Dessine-moi un géant, qui est organisé par le pôle Château Fort de la collectivité européenne d'Alsace. On vous présentera très rapidement, je vous présenterai du coup très rapidement ce dont il s'agit pour peut-être vous donner envie d'inviter vos publics à y participer. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Brigitte pour une présentation bilan édition 2024 des Nuits de la lecture. Oui, bonjour à tous. Nous allons faire ensemble un petit bilan des Nuits de la lecture 2024. Donc, les Nuits de la lecture, pour rappel, c'est un événement national qui est organisé par le Centre national du livre, le CNL. Alors, je crois qu'il y a des petits soucis de connexion. J'espère, je ne sais pas si vous m'entendez ou non. On t'entend, Brigitte. Alors, m'entendez-vous? Je crois que la connexion est très aléatoire. Tu nous entends, Brigitte? Voilà, alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Je crois qu'on a eu des petits soucis de connexion. Oui? Oui, on Ok, t'entend. voilà. Donc, On ok, voit pas ton diapo, par contre, Brigitte. ouais, je ne l'ai pas projeté encore, effectivement. Donc, oui, donc je disais, pour que vous puissiez chacun exprimer si vous avez pu cette année participer ou non aux Nuits de la lecture. Donc, il suffira de lever le pouce si vous avez participé soit en tant que lecteur dans une bibliothèque ou en tant que bibliothèque participante, en faisant un petit pouce en l'air. Comme ça, on pourra compter les pouces et voir qui a participé cette année aux Nuits de la lecture. Donc, n'hésitez pas à lever vos petits pouces si c'est le cas. Et pendant ce temps, je vais lancer le début du diaporama pour qu'on puisse faire le point sur ces Nuits de la lecture. Est-ce que c'est bon pour le diaporama? Est-ce que vous le voyez? Alors, je ne vous entends pas. Pas encore, ok. Alors, on va retenter le partage. Est-ce que c'est bon cette fois-ci? Oui, c'est bon, parfait. Parfait. Alors, je vous remercie pour votre patience. Ce sont des conditions un petit peu particulières puisque j'ai dû me rendre en précipitation sur un site de la CEA pour des raisons de connexion, d'où ces petits flottements de début. Ok, donc on y va pour le bilan des Nuits de la lecture avec un premier bilan vraiment chiffré.
Voilà, on y est. Donc, le nombre de bibliothèques qui ont participé en Alsace. Donc, la tendance 2024 est légèrement à la baisse, puisque nous avons 90 bibliothèques qui ont participé. C'est une dizaine de moins qu'en 2023, où 101 bibliothèques ont participé. Et puis, on peut remarquer que les barinois se sont un petit peu plus mobilisés que les établissements haut-rhinois. 66 bibliothèques barinoises contre 24 dans le Haut-Rhin. Pour ce qui est des événements, en revanche, l'année 2024 a été plus riche en événements, puisqu'il y a 297 événements programmés cette année en janvier, contre 260 l'année dernière. Alors, ce sont des chiffres qui ont été transmis par le Centre national du livre, le CNL, et qu'il faut peut-être relativiser au nombre de bibliothèques qui sont inscrites dans le dispositif, puisque on a pu remarquer que certaines bibliothèques ont participé sans s'inscrire, donc sans bénéficier de la communication ou des chèques lire, mais en tout cas qui ont quand même programmé, et du coup, ces bibliothèques-là n'apparaissent pas dans ce bilan chiffré. Alors, un petit tour du côté du best-of des idées 2024 de ce qui a été programmé. Donc, sans surprise, ce sont vraiment les formes classiques, les lectures qui sont une attente forte des nuits de la lecture qui ont été le plus programmées, dont des lectures sous toutes leurs formes nocturnes, que ce soit en schlapp, donc en pantoufles, à la lampe de poche, à la lueur de lampion et même de bougies. Ça s'est fait à Orfelden en partenariat avec le collège et les professeurs de français qui ont lu au collège à la lueur des bougies. Les apéritifs aussi ont bien fonctionné au niveau des programmations, alors parfois sous forme de conférences avec un intervenant, parfois sous forme de rencontres entre les lecteurs qui ont partagé leur cœur, avec un succès assez inégal. Il y a des endroits où ça a très bien fonctionné et d'autres où ça a été un flop total sans qu'on s'explique vraiment pourquoi. Et puis pour les autres formats de 2024, eh bien évidemment des spectacles, hein, ça c'est quelque chose qui est souvent programmé, comme ici la compagnie Mosca sur la gauche, à la médiathèque de Holtzheim avec un spectacle tout petit qui s'appelle Tourbillon. Des formes plus ludiques et participatives comme des live games, des murder parties ou des escape games. Vous avez deux images du live game qui s'est tenu à la médiathèque du Sungo à Altkirch. Et puis des ateliers, beaucoup d'ateliers. Alors, soit des formes qui vont vraiment se décliner facilement, quel que soit le thème des nuits de la lecture. Vous avez à gauche des ombres chinoises à Sarre-Union, et ça, on peut les programmer chaque année. Et des ateliers qui ont été spécifiques à la coloration thématique de l'année 2024. Je vous rappelle que le thème était le corps. Et donc, ce sont des ateliers bien-être qui ont aussi rencontré beaucoup de succès. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je crois qu'on a des soucis de connexion. Alors, je ne sais pas si On vous t'entend très m'entendez bien. ou non. On Très t'entend bien, très bien, ok. Brigitte. Parfait. Alors, je reviens sur le diaporama parce que je n'ai qu'un écran, donc je n'arrive pas trop à savoir si la connexion fonctionne toujours ou non. Donc, je parlais des ateliers qui se déclinent sous les formes très, très présents dans les programmations. Alors, un petit focus sur les ateliers danse. Ça se prêtait bien effectivement à la thématique 2024, mais surtout c'est intéressant parce que la danse a été le fruit de nombreux partenariats. Trois exemples. À Ferrette, à la médiathèque du Rocher, un atelier tango a été proposé. Donc au départ, c'est l'initiative d'une lectrice qui est passionnée de tango qui propose un atelier. Et cette première a débouché sur la mise en place d'un atelier mensuel de tango à la médiathèque. Donc ça démarre à partir du mois prochain. Et sur une année, ils vont programmer donc tous les mois un atelier tango. Vous avez la médiathèque de la Vallée de Villers, donc site de la Bibliothèque d'Alsace, qui a programmé un atelier de démonstration et d'initiation à la danse orientale, cette fois-ci sous forme d'un partenariat qui s'est noué avec la MJC voisine. Et à Wissembourg, sur l'image, la photo de droite, cette fois-ci, c'est un partenariat avec les danseuses de l'École municipale des arts qui ont investi les lieux pour une démonstration. Et je tiens à souligner cette dimension partenariale qui est vraiment une carte forte à jouer pendant les événements festifs comme les Nuits de la lecture. Et on peut citer d'autres formes de partenariat, notamment avec les écoles. Beaucoup de structures ont profité des Nuits de la lecture pour inviter les écoles à venir faire soit une petite finale des petits champions de la lecture ou inviter un petit champion déjà élu dans sa classe pour une lecture devant un public autre que ses camarades de classe. Et donc, c'est vraiment l'occasion de nouer des partenariats avec les écoles de votre commune ou de votre territoire. Alors, pour terminer le tour d'horizon des idées 2024, un petit coup de chapeau à la bibliothèque de Wangenbourg-Engenthal qui avait eu une très belle idée de hors les murs. Elles ont proposé d'aller dans les restaurants pour offrir des lectures sur le goût.
Et voilà, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une idée très originale et malheureusement, cette dimension partenariale n'a pas du tout fonctionné puisque aucune porte du côté des restaurateurs ne s'est ouverte. Donc, elles se sont rabattues sur le marché. Comme vous le voyez, elles ont fabriqué des masques et un menu de texte avec un poème en entrée, une présentation d'un livre de la BDA en plat principal, un deuxième plat principal, un poème, et en dessert une devinette autour d'un poème également. Et ça a eu un franc succès. Donc voilà, je trouvais que c'était une idée originale pour rebondir face à un refus. Avant de clore le bilan, donc un petit tour du côté de la communication, qui est quand même le nœud de la réussite, souvent pour tout événement. Donc des petites idées pour communiquer autrement autour de vos événements, avant ou pendant. C'est de préparer, de récapituler vos animations sur un support autre que papier. Donc, deux exemples, le chevalet façon restaurant, qui peut être mis d'ailleurs en extérieur, ou de façon plus simple sur un paperboard ou un tableau blanc où vous allez éviter d'imprimer du papier et pouvoir vraiment présenter de façon synthétique votre programmation. Et puis, autre proposition, c'est l'après. On a parfois un florilège de photos qu'on ne sait pas trop comment valoriser. Eh bien, la médiathèque de la locomotive à Viche a simplement fait un diaporama sous forme de fondu enchaîné de toutes les photos des nuits de la lecture avec de la musique. Et ça peut être projeté soit sur un écran d'accueil ou sur un poste informatique dans votre structure. Donc, petit point de vigilance quand même sur les droits à l'image éventuellement, si vous projetez ces photos, et éventuellement les droits d'auteur aussi pour la musique, si vous en utilisez. À garder en tête, 3 petits points clés qui pourraient vous éclairer pour les nuits de la lecture 2025. Donc, pensez à programmer à l'échelle vraiment d'un territoire. Ça a été le cas cette année dans la vallée de la Bruche, entre 4 bibliothèques qui n'avaient jamais participé aux nuits de la lecture et qui n'avaient pas travaillé ensemble auparavant sous cette forme-là. Donc, elles ont fait une programmation concertée. Et c'est un bilan très positif puisqu'elles se sont rendues compte que c'était un levier vraiment puissant pour varier à la fois les formats, les jours et les créneaux horaires, ainsi que les publics cibles. Ça facilite la communication avec une affiche commune, éventuellement un QR code pour le détail des animations. Et puis, ça permet aussi de mobiliser davantage les médias locaux, puisque chacune a utilisé son réseau pour valoriser cette programmation commune. Pensez aussi à organiser des moments conviviaux, se permettre de programmer des goûters ou des dégustations. Ça permet vraiment d'affirmer sa dimension lieu de vie et puis d'ouvrir aussi un espace d'interconnaissance et de rencontre. On a eu des retours d'endroits où à travers les goûters ou les petites dégustations qui ont été organisées, eh bien, il y a eu des rencontres avec des personnes qui n'étaient pas fréquentantes et notamment une jeune retraitée qui a décidé de devenir bénévole. Donc, c'est vraiment des formes qui sont intéressantes à proposer. Et puis enfin, maintien des formes à succès, c'est bien d'innover. Mais une formule qui marche, c'est pas mal de la garder aussi pour deux raisons. Parce que ne pas se réinventer chaque année, ça permet aussi de faciliter le travail aux équipes et surtout de fidéliser le public. Donc voilà pour ce rapide petit tour d'horizon des nuits de la lecture. Si vous êtes convaincu de ce type de format, restez dans la dynamique avec Partir en livre, que vous connaissez probablement aussi. Donc c'est le Centre national du livre qui organise ce deuxième temps fort national de la lecture publique sur une durée un petit peu plus longue, puisque c'est à cheval sur les mois de juin et juillet, du 19 juin au 21 juillet cette année. La thématique sera sport et jeux, mais le focus au niveau du public est vraiment la jeunesse. Petite question pour terminer. Alors, quels sont vos retours en tant que participant ou organisateur des Nuits de la Lecture 2025 que vous souhaiteriez partager avec nous? Et avez-vous des souhaits à exprimer pour les Nuits de la Lecture 2025? Je vous laisse la parole. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques participantes qui n'avaient pas de micro ou de caméra, donc n'hésitez pas à interagir dans le chat si vous le souhaitez, si c'est plus simple. S'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole directement au micro, n'hésitez pas non plus. Alors, je tiens juste à préciser que suite à tous ces retours d'expérience que j'ai pu recueillir cette année, la Bibliothèque d'Alsace va réactualiser donc sa fiche d'accompagnement sur les nuits de la lecture et qui pourrait être aussi une source d'inspiration pour l'édition 2025.
Alors, si on passe la parole de manière arbitraire, Madame Moxel, je vois que vous avez votre vidéo qui s'affiche. Est-ce que vous avez participé peut-être à l'édition 2024 des Nuits de la Lecture ou pas du tout? Est-ce que vous avez un souhait pour 2025? Alors, votre micro est coupé. Là, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ouais. Bonjour à tous déjà. Donc la médiathèque de Drusenheim, on n'a pas participé cette année aux Nuits de la Lecture. Non, pas du tout, quoi. Donc c'est bien d'entendre ce qui se passe autour. Et par contre, on participe cette année au Petit Champion de la Lecture. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. Oui. Donc la finale départementale aura lieu chez nous au pôle culturel à Drusenheim. Je crois que c'est demain après-midi. Voilà. D'accord, super. Voilà. Et il y a une vingtaine de. Donc, c'est réparti sur plusieurs communes, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est ma responsable, Céline Paris, qui s'en occupe. Et donc, il y a une vingtaine d'enfants qui seront présents demain après-midi. Voilà. Super. Merci beaucoup pour ce partage. Ouais. Pour les bibliothèques qui ont invité des écoles à investir leur lieu pour les nuits de la lecture, il y a eu aussi souvent appui sur les chèques lire qui ont été attribués par le Centre national du livre. Et pour les classes participantes, certaines bibliothèques ont offert des chèques lire à la classe pour pouvoir acquérir des livres. Et nous, personnellement, à Villers, on a une petite championne de la lecture qui est venue lire et à qui on a aussi remis un chèque lire. Et c'est des gestes qui surprennent et qui font plaisir, qui incitent à revenir aussi. Ouais. Je réitère ce qu'évoquait Brigitte à l'instant. Donc, la bibliothèque d'Alsace propose un accompagnement sur ce temps fort des nuits de la lecture avec une première version qui a été proposée pour l'édition 2024. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre l'aventure en 2025, il y a encore un petit peu de temps, mais n'hésitez pas à vous manifester auprès de la bibliothèque d'Alsace pour qu'on puisse tenir compte de votre souhait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires sur la question des nuits de la lecture, je vous propose de passer au sujet suivant. Merci beaucoup, Brigitte, pour cette présentation. Et Merci. je passe la parole à Stéphane d'Angèle. Oui, voilà. Donc, mon micro fonctionne bien, c'est bon? Oui, on t'entend Ouais. très Oui. bien. Bon, alors je vais afficher quelques slides. Voilà. Alors, est-ce que on voit bien les slides? Oui, c'est Oui. bon? Oui. Voilà. Donc je vais vous parler, pour commencer, d'une opération qui s'appelle le Digital Cleanup Day. Bon, le nom officiel est en anglais parce que ça a démarré dans le monde anglo-saxon, comme beaucoup d'innovations. Et celles qui n'ont pas commencé dans le monde anglo-saxon, elles y vont par la suite, parce que rester en France pour l'innovation, c'est pas terrible. Voilà. Bon, cela dit, en français, on peut l'appeler Journée mondiale du nettoyage numérique. Donc, il y a un jour qui est désigné chaque année, qui est cette année le 16 mars 2024, mais en fait, ce qui est conseillé, c'est de pouvoir agir sur toute une semaine. Et donc, les dates officielles de ce Digital Cleanup Day courent du 11 au 16 mars 2024. Alors, ce n'est pas un programme gouvernemental, hein, c'est plutôt une opération qui est lancée par euh, la société civile et structurée par des associations, globalement. Et pour avoir toutes les informations, vous avez le site ici, digital-cleanup-day.fr, qui est en français, hein, malgré le nom du site. Et donc, effectivement, on va pouvoir voir ce qu'il est possible de faire, parce que, bien sûr, vous pouvez le faire à titre individuel, cette opération de nettoyage numérique. On peut le faire dans des entreprises, on peut le faire aussi dans des bibliothèques. Et c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Vous avez
3 catégories possibles de digital cleanup. Vous pouvez vous concentrer sur les données et là, l'objectif, c'est de faire un nettoyage de vos données numériques, c'est-à-dire tous les fichiers inutilisés qui prennent la place sur les ordinateurs, sur les téléphones, sur les tablettes. Et bien sûr, il y a un impact puisque les données accélèrent la fin de la durée de vie, la fin de vie des appareils que l'on utilise. Autre digital cleanup que vous pourriez faire, c'est un digital cleanup réemploi. C'est-à-dire qu'on a tous chez nous des équipements numériques qui fonctionnent encore, mais qu'on n'utilise plus, qui sont au fond d'un tiroir et qui traînent, alors qu'ils pourraient tout à fait être réutilisés ou reformatés ou remis au goût du jour pour être utilisés par d'autres, notamment des personnes qui n'ont pas les moyens forcément d'acheter des appareils numériques dernier cri et pour lesquels un appareil reconditionné, remis au goût du jour, pourrait tout à fait faire l'affaire. Troisième type de digital cleanup, c'est le recyclage. Là, c'est pour les appareils qui malheureusement ne sont pas rangés au fond d'un tiroir et qui fonctionnent encore, c'est qu'ils ne fonctionnent plus, mais que pour une mystérieuse raison, on continue de garder quelque part sans prendre le temps d'aller à la déchetterie pour les jeter. Donc voilà les 3 catégories de digital cleanup qui sont possibles. On va pointer chacun d'entre eux de manière plus particulière. Donc, au niveau des données, c'est tout simplement quelque chose, un atelier qui peut se produire, qui peut se passer en présentiel ou à distance. Au niveau d'une bibliothèque, ça peut se faire entre les bénévoles et les salariés au sein de l'équipe de la bibliothèque, ça peut se faire. On peut associer les usagers aussi. C'est quelque chose qui peut se faire en présentiel ou à distance, donc avec une durée assez courte, hein, puisque vous pouvez prendre 1 heure ou 4 heures. Nous, l'an dernier, à la bibliothèque d'Alsace, on avait fait un digital cleanup données en distanciel, voilà, sur une durée à peu près d'1 heure, et on avait pas à pas éliminé je ne sais plus combien de mégaoctets de données au total, mais effectivement, on avait réussi à éliminer pas mal de données. Ce qui est bien, c'est que le Digital Cleanup vous fournit des fiches pratiques avec vraiment le mode d'emploi pour organiser un événement de ce type. Et c'est vraiment très, très facile. Voilà pour le Digital Cleanup. Au niveau du réemploi, là aussi, c'est quelque chose de très court. On peut imaginer faire un atelier de sensibilisation, hein, que ce soit aussi en présentiel ou à distance, puisqu'on a aussi, via le Digital Cleanup, des fiches actions très pratiques, hein, c'est vraiment pensé pratique. On peut faire cela, hein, un atelier de sensibilisation au réemploi de ces vieux équipements, et on peut aller aussi plus loin en commandant une box de récupération d'appareils non utilisés. Comme vous pouvez le voir sur cette fiche, c'est envoi gratuit et renvoi par bon Colissimo, retour prépayé, puisque c'est une association qui s'appelle Écologique qui fait la promotion de cela. Donc c'est à coût zéro, hein. Voilà, il suffit de commander la box, de l'installer dans sa bibliothèque et ensuite de la renvoyer avec les appareils récupérés dedans. Et en même temps, on crée des emplois solidaires dans un atelier d'insertion. Donc voilà, autre possibilité. Pour ce qui est du recyclage, là, très basiquement, il ne s'agit plus de faire de la sensibilisation, il s'agit de mettre très concrètement un point de collecte en place dans la bibliothèque, qui peut être mis en place pendant 1 à 2 mois. Hein. Là, c'est carrément complètement du présentiel, c'est plus de la sensibilisation éventuellement à distance. On est là dans la récupération effective, où on transforme un peu la bibliothèque en mini déchetterie pour équipements électroniques. Là aussi, vous pouvez avoir une box spécifique, c'est toujours avec Écologique, cette association. Vous pouvez commander également une box qui s'appelle WeTree, qui est aussi mise à disposition gratuitement.
et avec des flyers, avec un kit de communication, et avec effectivement après un enlèvement de votre box, alors, selon différentes modalités, hein, voilà, l'enlèvement est gratuit s'il y a plus de 10 box, et donc 250 kilos. Pour une bibliothèque, c'est un peu difficile, mais si on est plusieurs bibliothèques à le faire, peut-être que ça peut être atteint. Ou alors, effectivement, à se rassembler ou voir un peu si dans la région, il n'y a pas d'autres acteurs du clean-up, digital clean-up, qui ont mis en place ce type de box pour pouvoir éventuellement mutualiser et obtenir l'enlèvement gratuit. Voilà, le clean-up recyclage, c'est vraiment l'opération peut-être la plus complexe parce que après, effectivement, il y a cet aspect d'enlèvement de la box. Alors, pour passer à l'action, finalement, c'est très très simple. Il suffit de créer un compte sur le site Digital Cleanup et ensuite de cliquer sur Créer un Digital Cleanup et ensuite vous apparaissez sur la carte des Digital Cleanup français. J'avais regardé il y a quelques jours au niveau du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il y en a déjà plusieurs. Il y a notamment la ville de Mulhouse qui fait une grosse action apparemment, hein. Ils vont rassembler un peu tous les acteurs locaux, associatifs et sans doute aussi les bibliothèques autour de leur digital cleanup. Dans le Bas-Rhin, il y en a également. Je n'ai pas repéré grand-chose d'envergure parce qu'effectivement, il peut aussi y avoir des entreprises qui organisent un digital cleanup privé, c'est-à-dire que c'est uniquement pour les employés de l'entreprise. On peut choisir effectivement un digital cleanup privé ou ouvert au public. C'est au choix. Voilà, effectivement cette opération présentée. Alors, si vous avez des questions par rapport à cela, c'est bien volontiers. Sachant qu'effectivement, et comme je vous l'ai dit, il y a un kit d'animation avec des fiches pratiques et il y a aussi un kit de communication avec des affiches à pouvoir imprimer, tout ce qui peut vous permettre de faire mener cette action. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette possibilité d'action? Donc, on a vu trois modalités possibles avec différentes contraintes. Mais globalement, il n'y a pas énormément de contraintes. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat, puisque j'ai vu qu'il y avait certaines participantes qui ne pouvaient pas utiliser le micro ou la caméra, donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, vous avez déjà peut-être participé à ce genre d'opération, parce que ce n'était pas nouveau, hein, ça existe depuis plusieurs années. Non? Oui. Non. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent en cours de route, n'hésitez pas encore une fois à les mettre dans le chat ou alors encore une fois à revenir vers nous, Bibliothèque d'Alsace, si vous souhaitez voilà, avoir un complément d'information ou peut-être voilà, préciser un élément en particulier, n'hésitez pas. Alors, s'il n'y a pas d'autres de questions ou de remarques. Quelqu'un qui est en train de faire du ponçage. Oui, c'est chez moi. Je suis désolée, je suis en télétravail aujourd'hui et forcément, ou alors c'est un chant de gorge tibétain. Ça peut s'apparenter à effectivement ce type de musique, mais je crois qu'on est plutôt sur des gros travaux. Bon, monsieur le Dalai Lama, si vous pouviez aller un peu plus loin, parce que voilà, faire vos exercices. Bon, je vais couper mon micro du coup et je te laisse la parole, Stéphane, pour le sujet suivant. Voilà, alors sujet suivant, je vais avoir besoin de vos contributions, hein, tous les participants ensuite. On va parler d'éducation aux médias en bibliothèque. Alors, voilà, bon, l'éducation aux médias en bibliothèque, on sait que c'est important, on sait que nous, on veut en faire beaucoup. On sait que c'est pas seulement important pour les bibliothèques. Alors, peut-être que vous avez entendu parler ces derniers jours de quelque chose qui s'appelle Portal Combat, qui n'est malheureusement pas un jeu vidéo,
qui est malheureusement l'entreprise de désinformation massive via des portails Internet qui a été visant la France, qui a été identifié par les services de renseignement français et qui provient de Russie pour essayer d'orienter nos façons de penser et surtout de nous dire que notre pays est vraiment horrible et que tout va mal dans notre pays et que c'est une horreur. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est véritablement un enjeu sociétal et dans lequel je pense personne ne peut rester à l'écart et les bibliothèques, de par leur rôle culturel, peuvent justement avoir un impact dans cette démarche. Donc, je vais aussi positionner de nouveau des slides. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, on va faire un petit mini débat et je vais vous poser la question suivante. Et moi, je vais prendre des notes de ce que vous allez dire. Et ensuite, on va réfléchir ensemble. On va se faire assister d'une petite assistant virtuel aussi pour cela, pour clarifier nos idées. Mais déjà là, j'ai besoin de vous pour cette définition. L'éducation aux médias et à l'information en bibliothèque, c'est, et je vous demanderai de compléter la phrase, chacun d'entre vous, et moi je vais prendre des notes pendant ce temps. Alors, je vais qui que ce soit, prenez la parole, pas de priorité d'abord à nos invités bibliothèques du réseau, et ensuite on pourra ouvrir la parole à un peu tout le monde. S'il y a, Alors, s'il y a, Ma- ouais. S'il y a- Madame Moxel, encore une fois, comme vous êtes la voilà, personne dont la vidéo s'affiche, vous êtes si vous n'avez pas de micro, Je mets le micro, mais pour l'instant, le cerveau il chauffe. D'accord, Voilà. ok. On vous laisse un tour d'échauffement. Voilà. Oui, bah oui. Si quelqu'un écrit sur la conversation, si les personnes qui voient cela peuvent me le répéter à l'oral, parce que moi je suis en train de saisir en même temps, donc je ne peux pas avoir les yeux partout. Mais allons-y, qui voudrait compléter cette phrase? L'éducation aux médias et à l'information en bibliothèque, c'est... Alors on va ouvrir aux collègues aussi internes à la bibliothèque d'Alsace, parce qu'effectivement, ça va peut-être stimuler aussi d'autres opinions, d'autres avis. Ouais, moi, je veux bien me jeter à l'eau. Oui. Alors, s'il faut lancer la première contribution. Pour moi, l'éducation aux médias, l'information en bibliothèque, c'est un enjeu qui concerne les jeunes, mais peut-être aussi et surtout les adultes, puisque les jeunes ont déjà une sensibilisation à l'éducation aux médias et à l'information dans le cadre de programmes scolaires. Donc en termes de public, pour moi, c'est un enjeu que les bibliothèques peuvent porter particulièrement vers les publics adultes. Et l'éducation aux médias et à l'information en bibliothèque, pour moi, c'est aussi quelque chose qui doit être amené sous un angle ludique et peut-être un peu moins scolaire ou académique que l'idée qu'on s'en fait traditionnellement. Voilà. D'accord, Je très bien, laisse merci. les Alors, qui collègues. voudrait rebondir ou continuer cette définition? Moi, je veux bien continuer. Oui. Pour moi, ce serait l'apprentissage de la lecture et le goût de la lecture à donner aux enfants, mais aussi aux ados. Nous, on a beaucoup de mal à faire venir nos adolescents à la médiathèque. On essaie de mener des actions et c'est pas toujours facile. Voilà. Oh, très bien, merci. Qui voudrait encore intervenir? Moi, je veux bien. Oui. En fait, je pense que l'éducation aux médias, c'est donner des outils, en fait, pour aider, pour que chacun puisse, comment dire? Essayer de, ah! Alors, C'est donner des outils pour que chacun puisse vraiment s'interroger sur, d'accord. bah, voilà, l'information qu'il obtient, en fait, pouvoir la remettre en cause.
bien. D'ailleurs, à ce propos, mais c'est peut-être plus tard, j'ai travaillé Oui, avec un médiateur numérique et on a fait une animation très intéressante, donc éventuellement, je pourrais en parler tout à l'heure. très bien. Oui, oui, tout à fait. Mm. Tout à fait. Très bien, on va encore la continuer, cette définition qui, oui, Alors, il y a Marie-Ève souhaitait proposer peut-être un complément. oui, Complément ou pas, mais voilà, bah, moi, si je devais apporter une définition pour compléter ta phrase, ça serait donc que les bibliothèques peuvent apporter, bah, leur but aussi, c'est d'apporter des moyens ou des outils pour lutter contre la désinformation. Voilà. mhm, très bien, je note. Et Marie-Hélène, Oui, bah, voilà, je rejoins ce que dit, ce que vient de dire Marie-Ève. Oui, pour moi, c'est avant tout effectivement, la lutte contre la désinformation, pouvoir, effectivement arriver à analyser les informations et à voir, tout ce qui est fake news et cetera, pouvoir, mmh, repérer, se repérer, voilà, dans ce qui est vrai, dans ce qui est, faux, tout ce Mhm. qui est lecture des images aussi, bien sûr, Brigitte, Alors, pour ma part, c'est donner la possibilité que bibliothèque de produire ou de jouer à produire de l'information pour s'interroger à toutes les dimensions en termes de responsabilité, en termes de sources, en termes de diffusion. Mais ça passe vraiment par cette dimension de jeu. Et quand on parle d'attirer les ados, c'est primordial, je pense, de leur permettre de rentrer dans la peau d'un producteur d'information pour qu'ils prennent vraiment conscience de tous les enjeux qui y sont liés. Mhm. Très bien, très bien. Donc, produire l'information, jouer à produire de l'information, utiliser le jeu. Voilà. Mhm. Absolument, oui. D'autres ajouts? alors Marie-Léna souhaitait... Oui, moi je veux pas forcément donner une définition, mais pour l'éducation média, l'information bibliothèque, pour moi c'est nécessaire, c'est un incontournable, c'est un des rôles fondamentaux des bibliothèques, même si c'est pas simple, parce que ça nécessite des compétences, des connaissances, et que c'est pas ce qu'on préfère. Enfin, pour certains, c'est pas ce qu'on préfère faire, mais pour autant, c'est un objectif auquel les bibliothèques ne peuvent pas déroger. Voilà, très bien. Une bibliothèque ne peut pas y déroger. Voilà. D'autres ajouts encore ou est-ce on est pas... Et après, on va mettre de l'ordre là-dedans. On va se faire aider pour mettre de l'ordre un peu dans cette petite définition. Est-ce que tout le monde a pu dire ce qu'il voulait ou elle voulait? Oui? Oui. Ok, très bien. Alors, on va passer à l'étape suivante. Alors, euh, tac, je vais remettre. Ah si, je vais remettre. Tiens, pourquoi je l'ai enlevé? Voilà. Donc on avait cette définition. On a fait notre définition. Maintenant, on va passer à autre chose. On va mettre cette définition au clair et là, on va se faire aider par Copilot, qui est un assistant Microsoft qu'on a tous sur Bing. Et on va lui poser cette question-là. On va lui demander de nous clarifier un peu cette définition, de la réagencer un peu en ne changeant rien, en n'ajoutant rien à cette définition, mais en la mettant un peu tout dans l'ordre parce on a des éléments qui reviennent à plusieurs reprises. Et donc, on va lui demander, bah, voilà, aide-nous un peu à y voir plus clair. Et donc, on va aller tout de suite dessus. Je vais copier-coller ce que vous avez dit. Et je vais demander à Microsoft Copilot de nous agencer un peu ça, en restant fidèle, en n'ajoutant pas, en n'inventant pas non plus, hein, voilà. Et il va nous aider là-dedans. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas encore, vous avez tous accès, hein, tout le monde a accès à Microsoft Copilot. C'est quand vous allez sur Microsoft Bing, c'est ce petit logo là de côté là, voilà. Ouais. Donc on va l'ouvrir.
Voilà. On va lui demander style de conversation précis, hein, parce que voilà, on veut quelque chose de précis. On ne veut pas qu'il soit créatif. Et on lui pose cette question-là et on va voir ce qu'il va nous répondre et on va pouvoir effectivement avoir cette écrit. Voilà, voilà, donc il nous a résumé un peu, remis dans l'ordre, regroupé un peu nos différentes idées. Donc l'éducation média à l'information est un enjeu majeur, concerne les jeunes et les adultes, un apprentissage sous un angle ludique et non scolaire, pour développer aussi le goût de la lecture, même si ce n'est pas une tâche facile, hein, cet apprentissage de l'éducation aux médias. Et les bibliothèques ont donc un rôle fondamental, même si effectivement, voilà, c'est pas ce qu'on préfère faire. Elles peuvent permettre de fournir des outils pour s'interroger sur l'information, la remettre en cause, analyser des informations, repérer les fake news, distinguer le vrai du faux. Il y a aussi une dimension de lecture des images, avec aussi un rôle actif qui est possible dans la production d'informations via le jeu. Et donc, ainsi, elles peuvent contribuer à lutter contre la désinformation. Et c'est quelque chose auquel on ne peut pas déroger. Je trouve que c'est plutôt fidèle à ce qu'on avait vu. Donc là, maintenant, on va aller plus loin aussi, hein, avec notre copilote là. On va lui demander encore d'alimenter notre débat. Et après, on pourra effectivement échanger sur les différentes choses, sur différentes idées. Donc maintenant, on va lui dire, bah, allez, c'est bien beau d'avoir une définition, mais maintenant, on va lui dire, bah, comporte-toi comme si tu travaillais dans une bibliothèque et tu as la responsabilité d'être vraiment créer des choses, des animations dans le domaine de l'éducation aux médias. Alors, on va dire que bien sûr, il n'y a pas de limite dans les moyens qui te sont alloués, hein, et que les publics, on a vu avant que c'était les adolescents, les adultes, donc allez, on peut viser les familles, disons, hein, globalement. Et on va lui demander, à partir de notre définition, là, on va lui demander effectivement de trouver 6 idées créatives et originales d'action d'éducation média à l'information pour une bibliothèque. Et à partir de là, nous, ça nous donnera des occasions de pouvoir discuter sur la pertinence de ce qu'il va nous proposer et aussi d'ajouter des choses et de discuter là-dessus. Donc, on va lui faire cette demande, on va bien voir ce qu'il nous crée, s'il arrive à nous trouver quelque chose de pertinent et d'intéressant, mais surtout d'utile pour notre débat. Donc, je vais retourner dessus. Alors, retourner sur Bing, retourner sur Copilote. Cette fois, on va lui demander d'être plus créatif quand même, parce qu'on a besoin un peu de créativité de sa part. Donc, c'est intéressant quand même qu'il soit un peu plus créatif qu'avant. Donc voilà, allez, on va lui poser cette question. Coller. Voilà, donc j'ai copié-collé intégralement la définition qu'il nous a reformaté, réagencé, mais en restant fidèle à ce qu'on a donné. Je lui ai juste donné l'instruction complémentaire de créer quelque chose de concret à partir de là. Voilà. Je vais lui demander tout de suite de travailler. Ah, il commence à la première idée, hein, une deuxième, une troisième.
il est assez rapide, c'est bien, hein. C'est bien parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ces idées, mais surtout après de discuter et de voir ce qui peut être pertinent dans ce qu'il propose et ce qu'on peut avoir comme autre idée, et notamment la personne qui voulait témoigner d'une action. Voilà, on va pouvoir effectivement en discuter. Je crois qu'il a atteint la 6e, et donc on va avoir ces idées-là qui vont te servir de base de réflexion, hein, et aussi d'avoir cet aspect-là. Donc voilà, il nous a donné 6 idées. Il nous a proposé un atelier de création de podcast, un jeu de piste médiatique, un club de lecture numérique, euh, un concours de fake news, un atelier de décryptage des images et un escape game médiatique. Donc voilà, lui, c'est les idées qu'il nous propose. Par rapport à ces idées, par rapport à ce que vous avez déjà mené comme action dans vos bibliothèques, qu'est-ce que cela vous inspire en termes de faisabilité? Et vous pouvez échanger aussi sur les autres idées que l'on avait avant. Je crois que c'était Madame euh, qui voulait intervenir. Madame Esslinger, si je ne me Voilà, trompe Madame pas. Voilà, oui. Esslinger. Oui. Oui. En fait, nous, on avait fait, enfin, on a la chance d'avoir un médiateur numérique, mais qui travaille pas uniquement à la médiathèque, qui a été embauché par la communauté d'agglo et qui intervient dans différentes structures. Et du coup, on s'était donné l'objectif de créer une animation pour les classes, plutôt niveau CM, 6e. Et du coup, on a fait je crois que c'est un jeu qui s'appelle le détective de l'information. Et du coup, concrètement, c'est en fait, bon, après avoir un petit peu expliqué de manière ludique, en fait, certains outils, par exemple, comment avoir l'origine des sources d'une image, quel site peut permettre de vérifier une information, comment voilà, une information peut être vérifiée par les livres, et cetera. Ben, après avoir un peu expliqué ça de manière ludique, avec, sous forme de quiz, on les a mis par groupe et on leur a donné plein enfin, chaque groupe une information. Alors ça pouvait être, une affirmation, ça pouvait être une image un petit peu étrange ou voilà, enfin différentes choses. Et puis en fait, ils avaient des outils, ils avaient un ordinateur, une tablette, ils avaient des livres, pour vérifier l'info et puis de nous dire si c'était vrai ou si c'était faux. Et en fait, ça leur a beaucoup plu et je pense qu'à la fin, ils ont au moins retenu 2-3 outils et je trouve que c'est déjà je trouve que c'est déjà pas mal. Oui. Et voilà, donc c'est ce jeu-là qui peut-être ressemble plus à enfin, je crois que c'est aucune des formes vraiment de proposition qui a été Ah bah, proposée. c'est pas exhaustif, on lui en a demandé Ouais, 6. Après, voilà, nous, on peut enfin, avoir plein d'autres ouais. idées et les siennes sont pas forcément bonnes. Voilà. Après, un jeu comme ça, moi je me rends compte enfin, je dirais qu'il peut être facilement prêté à une autre structure, mais par contre, je pense qu'il a une durée de vie assez courte. Parce que, hem, par exemple, il y avait, une des affirmations, c'était, que la Chine avait exporté de la fourrure de chien en France. Et nous, on avait trouvé que c'était faux. Et en fait, on a un enfant qui nous a dit: «Non, mais j'ai vu la semaine dernière, j'ai vu sur tel site, ça avait l'air» et en fait, l'information avait évolué très vite, quoi. Donc Hmm. voilà, ça peut facilement se prêter, mais rapidement. D'accord, très bien. Est-ce que, merci pour ce témoignage et cet outil-là. Nous, on est intéressés par cet outil, hein, si vous avez des éléments à pouvoir nous Oui, transmettre, parce qu'effectivement, on sans problème. peut s'en inspirer. Merci beaucoup. Parce que là, on l'a proposé pour des CM et le collège est intéressé pour des, 6e, 5e, donc je pense que c'est, voilà, la tranche d'âge, c'est un outil assez simple et assez ludique. Donc voilà, si vous en on peut le copier facilement, quoi. D'accord, super, Mmh. très bien, très bien.
Parfait. Donc, est-ce que d'autres personnes souhaitent témoigner ou souhaitent réagir par rapport à l'opportunité de l'une ou l'autre de ces propositions ou partir sur autre chose? C'est vraiment une matière première de réflexion et de débat que l'on voulait avoir avec cette petite aide en ligne pour pas partir de zéro. Mais qui souhaiterait réagir, intervenir par rapport à ce genre de choses? Moi, je rebondirais bien sur une des propositions que je trouve vraiment intéressante, c'est sur le concours de fake news. Je trouve ça très chouette justement de se mettre dans la peau, voilà, je sais pas si c'est se faire l'avocat du diable, mais en tout cas de se mettre dans la peau d'un producteur de fake news. Ça peut permettre aussi, par le jeu et par une approche un peu inversée, de comprendre les mécanismes de construction d'une fake news, voilà, qui est à peu près convaincante. Donc, je trouve ça chouette comme idée. Alors, je trouve le concept là intéressant parce que c'est un peu une sorte de jeu de rôle, parce qu'il y a celui qui joue le rôle enfin ceux qui jouent le rôle de créateurs des fake news et les autres qui doivent démasquer ou prouver que c'est une fake news avec les outils, et notamment certainement l'un ou l'autre des outils que Madame Eslinger a pu expérimenter dans son animation. Donc là, effectivement, ça peut être intéressant parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette notion d'enquête et de pouvoir prouver, montrer que voilà, j'ai les preuves que cette information est fausse. Que sinon, on est dans le même registre, sinon que les gens qui propagent ces fausses informations, c'est-à-dire que je crois que, je pense que, comme si c'était une religion, alors que ce n'en est pas, que c'est quelque chose qui peut être démonté par des preuves. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer également? Voilà, Copilote n'est pas méchant, hein. Il va pas nous gronder si on dit qu'on n'est pas d'accord avec ses propositions, hein. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà mené un escape game un peu ciblé ou avec une dimension d'éducation aux médias? Euh, il existe un escape game sur les fake news qui est diffusé par l'association Le Récit de Strasbourg, hein, qui organise des formations gratuites aussi à cet escape game et qui, à l'issue de la formation, fournit les fichiers complets de cet escape game pour pouvoir être pratiqué ensuite gratuitement. La formation est très courte, hein, c'est sur une demi-journée et même aller en 2 heures maximum. Vous êtes capable, vous l'avez expérimenté, vous êtes capable de le reproduire. Même moi qui n'ai pas une pensée très logique et qui a du mal avec les énigmes un peu mathématiques, mais bon, voilà, on arrive à s'en sortir. Est-ce que vous avez déjà mené ce genre d'escape game autour des fake news ou d'autres choses de ce type en bibliothèque? Alors, madame, je suis désolée, hein, peut-être que je me trompe sur la Oui. prononciation, Eslinger ou Eslinger? Ouais, c'est plutôt Eslinger. D'accord, ok. Mais, C'est pour ça, j'ai eu un doute. en fait, nous, on avait des services civiques là, il y a quelques années qui étaient passés par qui étaient, comment dire, passés par la BDA. Enfin, je sais pas, il y avait tout Oui. une équipe de service civique qui travaillait justement sur l'EMI et ils nous avaient fait un escape game. Donc on en avait 2 à la médiathèque de Brumat et c'était un escape game sur, en fait, où on arrivait en fait, le bureau d'un complotiste qui se considérait que l'homme était jamais allé sur la Lune et qui avait différentes preuves de ça. Et en fait, le jeu, l'escape game, c'était de trouver, en fait, les preuves contraires. Voilà, donc il y avait 5 arguments à démontrer, comme quoi,
Enfin, je me souviens plus, hein. Oui, alors Que on le l'a drapeau toujours, hein, cet flottait outil, pas, on que l'a voilà, des toujours. trucs. Que le drapeau flottait, il fallait trouver. Enfin, bon, bref. Et voilà, c'était sur ce thème-là. Après, on a essayé de le garder un peu, mais c'était pas évident. En fait, moi, je trouve les escape games à faire dans un autre endroit, parce que souvent, il faut tout un décor et tout ça, donc c'est pas toujours Mmh. facile. Mmh. Très bien. Alors, celui du récit, là, il ne manque pas de décor. Il manque juste d'avoir des endroits dans la bibliothèque où cacher, cacher des indices. Et voilà, c'est plus simple. Il n'y a pas de décor particulier. Il y a des éléments vidéo, mais bon. Oui. Madame Moxel, qui voulait intervenir aussi. Oui, nous, on avait fait un escape game l'année dernière. C'était un escape game qui venait du vaisseau de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Et pareil, il y avait des informations cachées on avait fait ça dans l'espace de la médiathèque. Et on avait mis que c'était pour les enfants à partir de 10 ans, mais donc ils devaient résoudre des énigmes. Et donc il y avait plusieurs énigmes, mais au fur et à mesure qu'ils résolvaient l'énigme, ils pouvaient avancer dans le jeu, quoi. D'accord, Et très bien. c'était quoi le but? Je ne sais plus non plus. Moi, je ne l'avais pas fait, c'était Céline qui l'avait fait. Mais ça avait plutôt bien marché, quoi. Voilà. Et Oui, du tu es coup, là, elle est là, Céline, elle va venir m'aider. Ah, bonjour Céline. Voilà. Oui. Bonjour. Alors pour l'escape game, non, c'est pas le vaisseau, je t'entendais C'est pas dire. le vaisseau? C'est la fête de la science Ah, j'étais pas loin. qu'il a proposé. On le retrouve on peut le retrouver sur Internet. On peut tout télécharger et tout adapter dans n'importe quelle structure. Il n'y a pas besoin de décor. C'est adapté pour les médiathèques. Super. Il y a la version qu'on a faite, c'est pour 6 à 8. Et maintenant, j'ai vu qu'il y avait une version pour grand groupe, donc jusqu'à 20, 30 même, parce que c'est 4. Du coup, il y a 4 modules d'énigmes. En fait, il faut diviser le groupe par 4. Et le but de l'escape game, alors bien sûr, hein, il faut résoudre plus ou moins dans un certain sens les énigmes proposées. Assez complexe quand même, il faut se concentrer. Du coup, c'est pour ça 10 ans, c'est un peu jeune. Il faut plutôt partir à partir de 12 ans. Et le but, c'est justement, comme c'est la fête de la science qu'il a fait, c'était pour travailler. Enfin, il proposait le téléchargement d'un livre sur le vrai du faux, sur 25 questions de science. Et notamment, ça parlait de la science, c'est pas que fait par les hommes. Enfin, c'est pas que des hommes qui sont dans les métiers de science. Alors bon, ça parle des vaccins aussi, mais ça a été fait en 2015, hein, c'était avant, avant la polémique qu'il y a pu y avoir suite au Covid. Ça parle, cet escape parlait de 5 vraies fausses idées de scientifiques. Voilà, donc c'était aussi un peu sur finalement des pseudo-fake news, etc. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, pendant le jeu, ils ne remarquent pas tellement qu'on parle de ça. Il y a aussi la vie sur est-ce qu'on peut aller vivre sur Mars, en fait, etc. Et à la fin, en fait, le débriefing, à la fin, il faut reparler de toutes ces informations avec eux. Et nous, on a le support du bouquin. Alors, bien sûr, il faut le lire. C'est pas très long, hein, c'est une page par idée reçue, voilà. Et on en parle à la fin avec eux. Et bon, généralement, les gens sont quand même au courant et ça leur a bien plu. Donc, je pense qu'on va le faire, on va le refaire. On va travailler la version grand groupe pour pouvoir accueillir des classes de collège. Voilà, parce que là, ils sont 30. Voilà, je vous laisse. Merci, très bien. Voilà, vous avez plus de précision. Ouais, tout ce qui est aller vivre sur Mars, hein, c'est quelque chose qui est toujours actuel, hein, parce que si on écoute Elon Musk, c'est lui, il y croit fermement. Et tout ce qui est les vaccins, on a toujours encore une forte, on va dire, une forte communauté anti-vaccin, pas seulement Covid, hein, de manière générale, en France et ailleurs également. Alors, une version qui est proposée là, par Copilote, qui est peut-être un peu qui ressemble à l'escape game, mais qui est peut-être un peu moins exigeante, c'est le jeu de piste dans la bibliothèque, un peu style chasse au trésor. C'est peut-être un peu moins exigeant en termes d'organisation et de complexité, hein, parce que voilà, il suffit de trouver
trouver les éléments et peut-être avoir même une micro-énigme ou alors juste d'identifier quelle est la prochaine étape. Voilà, c'est aussi quelque chose. Alors, j'avais vu une main levée avant, non, ou pas? Non, je sais plus. Non. Il n'y a plus de main levée. Il n'y a plus de main levée. Ouais, donc, est-ce que quelqu'un voudrait encore intervenir ou rebondir ou avec une autre idée encore d'action à pouvoir mener? Non? Alors, juste, je vais vous juste remettre un peu juste mes slides vite fait parce qu'il y avait juste une dernière. Donc, j'avais il y a quelques jours, sans lui donner de définition, je lui avais déjà demandé ce qu'il avait comme idée. Certaines sont identiques à celles qu'il a données ici, hein, club de lecture, critique, etc. J'en suggérais d'autres. Je vous ai mis là le lien vers cette autre question que je lui avais posée il y a quelques jours pour voir s'il était suffisamment compétent en éducation aux médias et à l'information pour donner des réponses correctes. Et donc, effectivement, voilà, vous avez la possibilité d'accéder à cet autre fichier dans lequel il y a encore d'autres idées que celles qu'il nous a données là. Mais effectivement, quand on lui pose correctement la question, il arrive à répondre à peu près correctement, ou au moins nous donner des éléments de réflexion. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. J'apporte un petit complément sur cette thématique de l'éducation aux médias et l'information. Comme je l'évoquais brièvement en tout début de café, c'est un sujet vraiment prioritaire qui est porté par la Bibliothèque d'Alsace, un sujet qui fait partie de nos objectifs de lecture publique. On a vraiment cet objectif de développement de l'esprit critique, notamment à travers l'éducation aux médias et l'information. Et l'un des dispositifs qu'on met en place, voilà, un des dispositifs les plus emblématiques, c'est notre festival Décodage, qui a lieu donc chaque année au mois de novembre. Donc c'est un festival qui est encore tout jeune, hein, puisque en 2023, on a eu la 2e édition. Et en fait, la raison pour laquelle on a souhaité amener ce sujet de l'éducation aux médias et à l'information en bibliothèque avec vous ce matin, c'est notamment du fait d'un constat qu'on a pu tirer au terme des 2 premières éditions, qui est que les actions, les événements, même sous la forme de spectacles, hein, des événements peut-être un peu plus accessibles, les événements qui sont portés autour de l'éducation aux médias et à l'information sont souvent un peu plus difficiles à mettre en place en bibliothèque. En tout cas, le retour que nous ont fait de nombreuses bibliothèques, c'est que voilà, ce sujet de l'EMI peut parfois être perçu comme quelque chose de très sérieux, de très académique, de très scolaire, avec une difficulté parfois à faire venir les publics. Donc, pour nous, c'est vraiment un enjeu majeur, c'est de pouvoir casser cette image scolaire autour de l'EMI, et notamment au travers du festival Décodage, pouvoir proposer des formats voilà, qui permettent d'amener cette thématique sous un angle, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, un peu plus ludique, un peu plus accessible. Stéphane ? Oui, je voulais juste ajouter que justement la médiathèque de Drusenheim s'est portée candidate pour l'édition 2024 du Festival Décodage. Donc, on n'a pas encore vu tous ces aspects de candidature. On n'a pas encore pu élaborer notre programme, mais la médiathèque de Drusenheim s'est portée candidate. Donc, Madame Oxel, on aura peut-être voilà, affaire à suivre. Avec Céline, elle apportera des précisions aussi là. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Pardon. Ah, oui. Non, je pense pas. Non, c'est bon. C'est bon, ok, ça marche. Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions et vos apports sur cette thématique, hein, qui est vraiment, encore une fois, une thématique très importante pour nous. Alors, je vous prie de m'excuser encore une fois pour le bruit en arrière-fond. Je vais clôturer
Ce deuxième café médiation avec un petit point d'information de découverte. Alors, je vais vous projeter mon écran. Hop. Partager. Hop. Alors, je voulais vous faire un petit point de présentation, de découverte d'un dispositif qui est porté non pas par la Bibliothèque d'Alsace, mais par nos collègues du pôle Châteaufort de la collectivité européenne d'Alsace. C'est un concours d'illustration qui s'appelle Dessine-moi un géant. Donc c'est un concours en fait qui est organisé dans le cadre du festival Châteaux et légendes qui est porté par la collectivité européenne d'Alsace. Et ce concours d'illustration, il est ouvert à tous, donc avec voilà, une ouverture à tout type de public, hein, les petits comme les plus grands. La date limite de participation est fixée au 31 mars 2024 et donc la thématique, voilà, vous l'aurez deviné, c'est de dessiner un géant avec un petit bonus si dans l'illustration il y a une référence à un château rhénan. Puisque le festival Châteaux et légendes a pour objectif de mettre en avant aussi les châteaux rhénans. Donc on a deux catégories, une catégorie individuelle, donc chaque personne peut voilà, produire son dessin et candidater à titre individuel. Et on a une catégorie collective qui peut peut-être vous intéresser si vous avez la possibilité, par exemple, d'organiser un atelier d'illustration en bibliothèque. La catégorie collective, c'est pour un groupe de 10 personnes, donc des petits comme des grands. Et du coup, c'est un dessin qui est soumis à candidature dans le cadre d'une candidature collective. Il y a de nombreux prix à gagner sur ce concours, dont une illustration dédicacée par John O, que vous connaissez peut-être, hein, qui est assez célèbre, puisque c'est un illustrateur qui est notamment connu, puisqu'il il a été le concepteur artistique du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, c'est plutôt sympathique de pouvoir recevoir une illustration dédicacée. Donc voilà, vous pouvez prendre connaissance, hein, il y a d'autres choses qui peuvent être, qui sont à remporter dans le cadre de ce concours. Et la raison pour laquelle on voulait voilà, vous faire un petit point de présentation sur ce concours, c'est encore une fois parce qu'il y a la possibilité pour vous, en tant que bibliothèque, peut-être voilà, d'y voir une opportunité pour vos publics, pour qu'ils puissent participer à titre individuel, mais aussi, pourquoi pas, qu'ils puissent participer dans le cadre d'un atelier d'illustration ou en tout cas d'une animation que vous seriez voilà, amené à pouvoir proposer. Donc, je vous invite, si ce concours vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur le site de la collectivité européenne d'Alsace. Vous pouvez tout simplement taper dans la barre de recherche concours d'illustration Dessine-moi un géant et vous trouverez très facilement le lien vers toutes les informations. N'hésitez pas, si vous avez besoin, on peut aussi vous renvoyer le lien si vous souhaitez, voilà, si vous avez du mal à trouver les informations. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur ce concours. N'hésitez pas voilà, à poser vos questions. En tout cas, voilà, c'est une belle opportunité, que ce soit à titre individuel ou pour, voilà, pour les publics que vous accueillez. Je vous propose peut-être de clôturer ce café médiation. Peut-être en petit clap de fin, vous demander votre retour, votre avis sur ce deuxième café. Donc les bibliothèques participantes qu'on a le plaisir de voir ce matin ne sont pas les mêmes que celles qu'on a pu voir au premier café médiation. Donc si vous avez voilà, des retours, des remarques, des suggestions à nous proposer pour les futurs cafés médiation, n'hésitez pas à nous en faire part. Une des remarques qui avait été déposée lors du premier café médiation en janvier, c'était sur la durée du café médiation. Normalement, c'est un format qui dure 1h30 et les bibliothèques participantes nous avaient un petit peu alerté sur la durée du format qui pouvait être un petit peu longue. Donc surtout, n'hésitez pas voilà, à apporter un complément sur ce point-là ou à nous faire part de vos suggestions. On est preneurs.
S'il n'y a pas de remarques ou de commentaires ou de questions, j'attends un petit peu peut-être que dans le chat, s'il y a des personnes qui souhaitent réagir. S'il n'y a pas de remarques, de suggestions ou autres, je vous propose... Ah, alors attendez, je viens de voir une petite contribution dans le chat. Première participation pour moi et je suis très satisfaite, merci. Merci beaucoup, Madame Micler, pour votre commentaire qui nous fait très plaisir. Donc, merci pour votre retour. Encore une fois, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, des remarques qui vous viennent après ce café médiation, n'hésitez surtout pas à en faire part à votre bibliothécaire référent territorial pour que nous, derrière, on puisse améliorer le format, proposer de nouvelles choses, peut-être proposer des sujets qui collent peut-être plus avec vos thématiques. Voilà. Stéphane ? Et juste message pour Madame Eslinger, je vous réponds dans la foulée sur la question que vous m'avez envoyée à propos de notre outil PopFab. Donc je vous réponds dans la foulée. Ok, merci. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on se quitte sur cette toute dernière remarque. On vous souhaite une très belle journée, très belle fin de semaine, et puis on espère vous revoir lors du prochain café médiation. Merci beaucoup.